Bon, on va attendre que les retardataires arrivent. C'est toujours difficile de recommencer après une pause déjeuner. Ouais. On a un peu terminé en retard ce matin, donc Récompense. ouais, on va essayer de ne pas finir trop en retard quand même cet après-midi. Jean-Michel, tu peux t'approcher. Ça discute, hein. Merci. Ah ouais, mais bon, il a sonné la cloche, il n'a pas dit qu'il fallait venir, donc bon. Et t'as du monde en ligne? Non. Là, on enregistre simplement. Ah. Bon, on va commencer, hein, parce que... Il n'y avait personne d'autre Bon. Écoutez, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas vus ce matin. Donc, je suis Elisabeth, la directrice du Crésit. Et on va continuer sur la thématique de l'énergie cet après-midi, voilà, sur des sujets un peu plus techniques. Donc, pour vous présenter rapidement le Crésit, on est un centre de ressources technologiques. Donc, par rapport au pôle S22 qui vous accompagne sur le montage de projet, nous, on met vraiment les doigts, on va dire, dans les composants électroniques et les ondes électromagnétiques pour accompagner les entreprises dans soit leur réalisation de prototypes, soit l'intégration de nouvelles technos et jusqu'à la préqualification au marquage CE. Sur certaines mesures côté compatibilité électromagnétique et puis côté radiofréquence également. Donc, on a une petite équipe de gens voilà, plongés et passionnés par la technique. Et on est basé sur Orléans. Du coup, l'image cache, c'est pas grave. On est basé sur Orléans en région centre. Donc ici au rez-de-chaussée et tout à l'heure à la fin des interventions, pour ceux que ça intéresse, on pourra visiter notre plateforme de validation d'équipement. L'idée, c'est vraiment aussi qu'on aide à monter en compétence les entreprises, les dotés de crédit étant transfert de technologie. Donc, sur le côté électronique, on va vraiment du capteur au transfert de la donnée de façon sécurisée. Donc, avec une partie hardware et une partie firmware embarquée, avec aussi une partie optimisation des consommations et des performances de ces systèmes-là. Donc, bon, de toute façon, vous aurez aussi la présentation qui sera disponible sur notre site internet. Et puis, l'après-midi, là, sera enregistrée et sera disponible également en replay. Sur le côté compatibilité électromagnétique mesure, comme je l'ai dit, hein, notre spécialiste Dia qui interviendra en deuxième partie est assez spécialisé sur tout ce qui est compatibilité électromagnétique, notamment sur l'électronique de puissance.
On a aussi une chambre qui permet de faire des mesures RF et de préqualifier les systèmes, ainsi qu'un logiciel de simulation qui permet de faire du design d'antenne et de l'adaptation d'antenne. Et on peut aussi faire des mesures de consommation énergétique. Et là, on est vraiment sur le sujet d'aujourd'hui pour avoir des mesures précises. Et puis, en collaboration avec, par exemple, Vitruvens, comme on l'avait présenté en début d'année déjà, on peut voilà, remonter des informations qui sont importantes pour le dimensionnement des batteries, notamment dans le médical. Les partenaires de cette journée, bah, c'est évidemment le pôle SDE2 que vous avez vu ce matin. Il y a aussi Captronic qui a relayé notre événement et on est soutenu par la région Centre, les fonds européens, l'État et la métropole d'Orléans pour organiser ces ateliers et séminaires techniques. Donc, au programme de l'après-midi, la première partie, ça sera une table ronde avec nos 3 invités autour des solutions d'alimentation pour les systèmes embarqués, justement. On va parler supercapacité, piles à combustible et batterie. Et ensuite, l'atelier aura lieu dans la salle à côté dans la salle convivialité où on a déjeuné pour vous faire des démonstrations et une présentation sur la recharge sans fil, donc soit induction, soit par ultrason. Donc, je vais appeler voilà, nos 3 participants de la table ronde à venir me rejoindre pour qu'on puisse passer voilà, aux premières présentations de cet après-midi, donc autour des solutions d'énergie. Donc, ben Pascal, je te laisse te présenter et présenter le Greni. Ça marche? Ouais. Tu le montes, hein, sur... Ça marche? Ouais. Voilà, donc oui, je m'appelle Pascal Gros, je suis chercheur au GRENI, qui est un laboratoire de recherche situé à l'université d'Orléans et qui a pour tutelle le CNRS et l'université. Et GRENI, ça veut dire Groupe de recherche sur l'énergétique des milieux ionisés. Et la vocation du laboratoire, qui comprend environ 70 personnes, en incluant les personnels non permanents, c'est-à-dire doctorants, postdocs et stagiaires, on a vocation à utiliser le milieu qu'on appelle plasma, hein, on appelle ça souvent le 4e état de la matière. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais ça permet de faire énormément de choses. Déjà des étudier, puisque c'est en partie, c'est quand même assez étonnant comme milieu. Et la deuxième chose, leurs applications, mettre en œuvre, l'utiliser pour des applications dans la vie courante, que ce soit en médecine, en mécanique, en énergie, c'est un petit peu ce qui va être question aujourd'hui. Également aussi dans la microélectronique. Voilà, hein, je m'oublie, hein, parce que c'est assez vaste comme domaine d'application. Et du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le principe d'une pile à combustible, puisque ça fait partie des sujets, et voilà, c'est pour pas que vous soyez un peu à niveau sur la technologie pile à combustible. Voilà, alors très, très brièvement, alors, il y a une petite animation, copyright CEA 2001, je crois, donc on les remercie d'avoir pu qu'on puisse récupérer ce genre d'animation, c'est assez éclairant, c'est le cas de le dire. Donc une pile à combustible, c'est un élément simple, c'est comme une pile tout court, c'est-à-dire qu'il y a 2 électrodes, une positive et une négative. Au milieu, il y a un isolant électrique, et un isolant électrique, ça empêche les électrons de passer, mais ça a le bon goût de laisser passer des ions positifs pour aller à l'autre électrode. Alors, le principe est extrêmement simple. D'un côté, on met de l'hydrogène, de l'autre côté, on met de l'oxygène. On délivre ça sur ces électrodes et ça fait circuler du courant. Très brièvement, c'est l'hydrogène qui donne ces électrons qui vont recombiner de l'autre côté. Et comme on a de l'oxygène d'un côté, puis qu'on amène des hydrogènes, ben, on fait de l'eau. Donc, le produit de cette combustion, qui n'en est pas une, c'est de l'eau, de la chaleur et l'électricité. Voilà. Donc, brièvement, comment ça fonctionne, c'est ce que vous avez vu sur l'écran. Merci Pascal. Je laisse la parole à Adrien Lelièvre voilà, qui se présente également. Bonjour à tous, donc Adrien Lelièvre, je suis le créateur de PeepUp. PeepUp, c'est le premier vélo à assistance autonome, c'est-à-dire une assistance sans batterie et sans recharge, qui se base sur la technologie des supercondensateurs pour le système de stockage d'énergie.
Donc, du coup, c'est pareil, petite question, le supercondensateur, qu'est-ce que c'est en 2 mots? Alors, les supercondensateurs, c'est un système de stockage d'énergie qui se situe entre les condensateurs et les batteries en termes de densité d'énergie et densité de puissance. C'est-à-dire qu'ils ont plus de puissance qu'une batterie, mais moins de puissance qu'un condensateur. Et inversement, ils ont moins d'énergie embarquée pour un même volume qu'une batterie, mais plus d'énergie qu'un condensateur. Et donc, en reprenant un petit peu ton schéma de la pile à combustible, de la même manière, le supercondensateur fonctionne avec une séparation en fait d'électrodes. Et comme les condensateurs, la différence, c'est qu'au lieu d'utiliser un diélectrique solide, qui a une limite physique en fait par rapport à son épaisseur, qui donne sa capacité, sur les supercondensateurs, on utilise un diélectrique liquide. En fait, on utilise la différence de phase entre un liquide et un solide, ce qui permet d'avoir en fait une épaisseur vraiment très petite de l'échelle de la molécule, et ce qui permet justement d'avoir ces capacités extrêmement intéressantes pour des applications justement de gestion de puissance et de lissage en fait, de puissance comme sur notre vélo. Ben, merci beaucoup. Et puis, du coup, Maxime, je te laisse te présenter et présenter ta société. Bonjour à tous, donc Maxime Bleskine, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Merci au Crédit pour l'opportunité d'intervenir. Donc moi, j'ai cofondé avec 3 associés Voltaire, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de batteries lithium de seconde vie. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des batteries usagées sur 2 segments de marché aujourd'hui, la micromobilité et les applications portables électroniques. Et on utilise ces batteries pour fabriquer de nouvelles batteries. On appelle ça de la remanufacture ou de la réaffectation. Donc ça, c'est le terme officiel. Le terme officieux, c'est du reconditionnement. Euh, Concrètement, on va démanteler les packs batteries usagées qu'on récupère pour dissocier chacun de leurs composants et accéder aux cellules lithium, qui sont les composants unitaires au sein des batteries et qui sont véritablement le lieu du stockage de l'énergie. Et on a développé une technologie innovante qui permet d'évaluer précisément la performance résiduelle de ces cellules, c'est-à-dire quelle est la capacité de stockage résiduel et la résistance interne à l'instant où on les teste de ces cellules. Et en plus de ça, on a développé une seconde technologie innovante qui nous permet de pronostiquer comment ces performances vont se comporter sur une application de seconde vie donnée dans la durée. Et ça, c'est très difficile à faire parce que souvent, pour pouvoir évaluer comment quelque chose, comment un système va se comporter dans le futur, il faut savoir quel a été son passé. Or, nous, les déchets qu'on récupère ne viennent pas avec une notice. Donc, on est obligé de reconstituer en fait, très rapidement un profil de première vie pour pouvoir estimer ce profil de seconde vie. Donc, ces technologies reposent sur du data engineering et du machine learning. Donc, utiliser un mot qui est sur toutes les bouches en ce moment, c'est de l'intelligence artificielle, même si ça ne veut plus rien dire. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on est en capacité de pouvoir utiliser ces cellules à bon escient pour les rediriger vers des applications de seconde vie qui vont matcher avec leur niveau de performance résiduelle et pour pouvoir fabriquer des nouveaux packs batteries qu'on va ensuite commercialiser comme des packs neufs auprès d'industriels intégrateurs qui sont des gens qui fabriquent ou qui distribuent des équipements qui nous donnent nos batteries pour fonctionner. À nouveau, sur 2 segments de marché aujourd'hui, que sont la micromobilité et les applications portables électroniques. Et on est en train de travailler au stade de la R&D sur des applications de stockage stationnaire qui vont être notamment ce qu'on va discuter tout à l'heure. Mais je vais dire, il ne faut pas trop en dire, sinon j'aurai plus de questions. Merci. Du coup, je vous pose la question par rapport aux thématiques qu'on a choisies ensemble et pour faire un lien aussi avec ce qui a été dit dans la matinée sur la transition énergétique et par rapport à l'impact environnemental de ces solutions. Alors, quels sont les avantages chiffrés de réutiliser des batteries par rapport à prendre des batteries neuves finalement? Est-ce que vous avez des choses à partager avec nous?
Alors, moi, j'ai quelques éléments. Déjà, pour pouvoir comment dire, parler de l'impact d'une solution, il faut évaluer la solution, la situation de départ. Hein. Donc, quelques chiffres sur la situation de départ. Les batteries lithium sont des éléments qui sont polluants, notamment parce que pour les fabriquer, il faut aller extraire des matières premières, des métaux critiques. Dans des conditions qui sont très énergivores, qui vont consommer beaucoup de ressources, notamment de l'eau, etc. Et donc, en plus de cet on va dire, impact à la fabrication, euh, aujourd'hui, les batteries lithium ne sont utilisées en moyenne qu'à 80% de leur performance. C'est-à-dire qu'au moment où une cellule et une batterie est envoyée au recyclage, elle conserve, pardon, j'ai dit 80%, mais c'est l'inverse, 20%, elle conserve 80% de son niveau de performance d'origine, donc 80% de sa capacité. Et donc ça, c'est notre constat de départ chez Voltaire qui nous a conduit à vouloir aller exploiter ces 80% de performance résiduelle. Donc concrètement, ce qui est le plus polluant dans une batterie, c'est la fabrication des cellules, parce que c'est dans ces cellules qu'on va retrouver tous les métaux critiques, etc. Et nous, chez Voltaire, on ne fabrique pas de cellules. On récupère des cellules qui sont déjà existantes. Donc on peut, en première approximation, estimer que en fait, tout le bilan carbone et tous les matériaux qui sont associés à la fabrication des cellules, c'est des choses que nous, on peut mettre de côté. Néanmoins, dans nos opérations, on a des procédés qu'un fabricant de batteries neuves n'a pas, notamment le démantèlement des batteries et toute la partie logistique pour la collecte de ces batteries. Ce sont des opérations qui ont un impact. Donc, l'estimation que nous, on a faite, et au vu de notre niveau de maturité, il faut nous pardonner le fait qu'on n'a pas encore été en mesure de produire des chiffres consolidés sur ces sujets. Donc, je vous invite à prendre ce que je dis avec des pincettes. On estime qu'on est capable de réduire de 70% à peu près le bilan carbone associé à la fabrication d'une batterie grâce à notre procédé. C'est déjà pas mal, 70%. Non, gardez le micro, juste, est-ce que vous avez des défis et des problématiques liées à la variabilité justement des performances des cellules que vous pouvez réutiliser? Et est-ce que ça implique une sécurité supplémentaire par rapport aux batteries lithium neuves, on va dire? Oui, bien sûr. Alors, vous avez mis le doigt sur la problématique principale, qui est celle que j'évoquais dans mes propos introductifs. Hein. Euh, la variabilité de ce qu'on récupère, c'est notre problématique principale, parce qu'on récupère des batteries qui viennent de tout type d'applications, et surtout sur une application de données qui ont été utilisées dans des situations très, très différentes. Je prends un exemple, hein, quand on récupère une batterie de vélo, elle a potentiellement été utilisée par un livreur qui utilise son vélo 10 heures par jour et qui a donc mis 6 mois à arriver au niveau de performance dans lequel elle se trouve, ou elle a été utilisée par quelqu'un qui a un usage beaucoup plus récréatif et qui utilise son vélo une fois par mois et qui a plutôt mis 4 ans avant d'arriver au niveau de performance résiduelle. Donc nous, il faut qu'on arrive à reconstituer ce parcours-là grâce à la technologie de prédiction qu'on développe. Et donc, les enjeux de sécurité après auxquels on fait face, bah, ce sont les mêmes que tous les fabricants de batteries. Hein. Les batteries, ce sont des objets dangereux qui sont le lieu de réactions chimiques qui peuvent parfois nous échapper. L'actualité est pleine d'emballements thermiques, d'entrepôts qui ont pris feu, même de voitures qui prennent feu en ce moment, etc. Donc, comment est-ce qu'on se prémunit de ça? Bah, je vous l'ai dit, nous, les produits qu'on met sur le marché sont des produits neufs. Ils sont soumis aux mêmes certifications et donc au même protocole de test que n'importe quelle batterie qui est mise sur le marché. Et on le fait d'ailleurs peut-être plus sérieusement que certaines entreprises à l'autre bout de la planète quand on vient passer des tests de nos produits. Et donc, je ne vous fais pas la liste complète, hein, mais une batterie qui est mise sur le marché, elle a été choquée à 150 newtons, 20 G, elle a été mise à 200 degrés dans une étuve pendant je ne sais pas combien de temps, elle a été mise sous pression hyperbare, etc. Et si elle sort de tout ça indemne, et ben on estime qu'elle est prête pour être mise sur le marché. Okay. Merci. Justement, par rapport à la chimie et aux matériaux, sur les supercapacités,
est-ce que, ben, voilà, quelle est déjà la durée de vie à peu près d'une super capa? Et puis, est-ce que les matériaux utilisés ont une influence sur cette durée de vie-là? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est effectivement, on est tous les deux dans le domaine du stockage d'énergie et en fait, on partage le même constat. En fait, aujourd'hui, je pense que tout le monde a conscience de l'impact environnemental à la fois du lithium et des risques liés à la sécurité. Et par rapport aux supercondensateurs, ce choix en fait de technologie, il s'est porté pour ces deux raisons. La première, parce que leurs matériaux il il y a pas de lithium, donc c'est à la fois la source de pollution, mais également la source de danger par rapport aux incendies et aux abralements. Et donc, dans les supercondensateurs, il n'y a que du lithium et du carbone pour la partie électrode. Après, il y a un électrolyte. Maintenant, il n'y a pas de lithium. J'ai dit aluminium. Ah, j'ai voulu dire aluminium et carbone. Je sais pas ce que j'ai dit, mais Moi, donc j'ai il n'y a pas pas de de, lithium, hein, mais c'est peut-être moi qui ai mal entendu. donc il y a pas de lithium. Il y a uniquement de l'aluminium et du carbone. Et le principe de stockage n'est pas une réaction chimique réversible, c'est un stockage électrostatique. Donc, ce qui confère à ces composants des caractéristiques extrêmement robustes, que ce soit en durée de vie, donc de 10 à 15 ans contre, alors, je laisserai l'expert parler, mais on dit en général entre 3 et 5 ans pour une batterie. Alors, c'est gaussienne. Bien sûr, il y a toujours des utilisateurs qui nous disent, bah, nous, notre batterie, on l'utilise pendant 8 ans. Mais on a nous aussi des clients qui, en fonction des conditions d'utilisation, les changent tous les ans, notamment quand c'est Sur un vélo, hein, je me permets, c'est même beaucoup moins que ça en fait, hein. Mais alors, c'est pas lié à la technologie, c'est surtout lié en fait à la qualité de fabrication, notamment des composants électroniques. Mais tu as complètement raison, et je pense que la durée de vie moyenne d'une batterie de vélo, si on prend en compte les vélos en flotte partagée, c'est moins de 3 ans. bah, merci pour cette précision. Donc voilà, en partant sur l'estimation de 3 à 5 ans, on est en plus plutôt conciliant avec cette technologie et les supercondensateurs sont plutôt de l'ordre de 10 à 15 ans. Et pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de recul pour pouvoir justement préciser cette durée de vie exacte sur une application de vélo. Mais on a fait des tests en laboratoire qui semblent montrer qu'on est plus autour des 15 ans. Donc en termes de durée de vie déjà, il y a un gain extrêmement important en termes de justement de durabilité et de recyclage, puisque comme je le disais, sans me tromper, donc à partir du carbone et de l'aluminium, ce sont des composants abondants et facilement recyclables. D'un point de vue aussi donc sécurité, comme je disais, c'est comme c'est uniquement un processus électrostatique, c'est extrêmement robuste, donc ça n'est pas soumis à des perturbations en termes de température. Voilà, la plage de température de fonctionnement est beaucoup plus large qu'une batterie, autant pour les températures négatives que positives. Merci. Bah, du coup, la question suivante, c'était comment elle se situe par rapport aux autres solutions d'alimentation. Vous avez parlé tout à l'heure d'énergie et de puissance. Du coup, il y a plus d'énergie, mais moins de puissance, c'est ça? Alors, C'est exactement, je pense qu'il faut quand même préciser quelque chose, c'est-à-dire que quand on présente le supercondensateur comme ça, on peut se dire, bah, alors pourquoi ça ne remplace pas les batteries? C'est comme tout, en fait, c'est un composant, c'est un outil, et ça dépend de l'application qu'on veut en faire. Donc, dans un contexte où on veut apporter de l'énergie supplémentaire, euh, bah, le supercondensateur a à peu près 20 fois moins d'énergie embarquée pour un même volume. Donc, quand l'enjeu pour une voiture ou pour un vélo, sur le modèle actuel, qui est basé uniquement sur la consommation d'énergie, c'est d'avoir l'autonomie la plus importante. Donc, ben, on souhaite, et puis en plus, sur un vélo, c'est nous qui pédalons, donc on souhaite que ce soit le plus léger possible, le moins volumineux possible, avec le maximum d'énergie. Donc, la batterie lithium aujourd'hui répond parfaitement à ce besoin. Nous, notre approche, c'est pour ça qu'on peut utiliser les supercondensateurs qui ont moins d'énergie, mais beaucoup plus de puissance. C'est-à-dire que sur un vélo, le principal enjeu n'est pas d'apporter de l'énergie comme on le fait sur une voiture, mais c'est de gérer l'énergie du cycliste. Et en fait, à travers ça, c'est de dire gérer la puissance. Parce que quand on fait un trajet à vélo, tous les cyclistes vous diront qu'ils soient experts ou novices, il y a des parties qui sont faciles, typiquement les descentes, et des parties qui sont plus compliquées, les montées.
Et donc, quand on gère cette énergie, principalement l'énergie potentielle, en fait, on peut se permettre d'avoir un stockage, et donc une quantité d'énergie beaucoup plus limitée, pour la restituer de façon beaucoup plus réactive, parce que le fait d'avoir de la puissance, ça permet de la restituer de façon plus réactive qu'une batterie. Merci pour ces compléments. Du coup, Pascal, par rapport aux piles à combustible, justement, quel est, à ton avis, l'impact environnemental d'une pile à combustible entre sa fabrication, où on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'éléments, et puis sa durée de vie également? La fabrication, ça va être à peu près les mêmes problèmes, pas avec les mêmes éléments que pour les batteries. En gros, il y a du carbone, il y a un catalyseur qui est souvent du platine, hein, donc métal noble. On trouve ça en Russie et puis en Afrique du Sud. Donc, vous voyez tout de suite, compte tenu de la géopolitique actuelle, les problèmes que ça peut poser. Et puis, surtout, il y a un composant qui est l'isolant électrique, qui est pour les applications embarquées, hein. Pour d'autres applications, ça peut être différent, qui est un polymère dont la base est un téflon, hein, qui a été fonctionnalisé. Et donc ça pose des problèmes effectivement de fabrication et puis de pollution chimique, qui est à l'ordre du jour, hein. Carbone fluor, ça porte un nom en ce moment, on appelle ça PFAS. Alors, c'est pas proprement dit un PFAS, mais c'est un carbonofluoride qui pose ces problèmes. Donc ça, c'est pour la fabrication. Alors après, il y a des alternatives, hein, pour pouvoir se passer de ces deux problèmes-là. Après, par contre, pour le fonctionnement, c'est assez intéressant. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on produit de la chaleur et de l'eau. Alors, l'intérêt de produire de la chaleur, c'est qu'on va maintenir le fonctionnement optimal de la pile à combustible parce qu'elle travaille mieux à 60 degrés qu'à zéro. On va même être obligé, par exemple, sur une voiture, de l'empêcher de fonctionner au-dessus de 60 degrés pour pas abîmer pour pas l'abîmer, en particulier la membrane qui est au milieu, le polymère isolant. Donc voilà, alors le problème, bah, c'est l'extraction minière, c'est la fabrication des polymères. Et puis après, ça, c'est les composants de cœur. Après, il y a tout l'environnement de la pile à combustible, les collecteurs de courant, etc. Et du coup, le combustible lui-même, est-ce qu'il peut avoir un impact également? Alors bon, je sais qu'il y a eu des présentations ce matin, tu n'étais pas là, notamment pour Vivian, qui ont présenté un peu. Oui, oui, bah, cet aspect. c'est la question du moment. D'accord, l'idéal, c'est qu'une pile à combustible marche avec de l'hydrogène. Alors, l'hydrogène pur, c'est mieux, mais bon, pour l'instant, l'hydrogène pur, on l'extrait ou on le fabrique à partir des hydrocarbures. Donc, si on met ça dans le plan. Alors, pour les applications embarquées, je dirais portables, il y a pas mal d'études sur d'autres éléments qu'on appelle des bromohydrures, en particulier celui du sodium, donc NaBH4. Et là où on va extraire donc ces petites cartouches de liquide. Donc, mais on est là dans des densités de puissance qui sont relativement faibles, mais c'est étudié pour des applications portables, embarquées, du vrai embarqué, je dirais, parce que une pile à combustible pour une voiture, c'est embarqué, puisque c'est dans une voiture, mais c'est 80 kW ou 120 kW. C'est pas pareil. C'est un gros système embarqué quand même, malgré tout. Quand on a échangé aussi, tu m'as pas mal parlé du côté démantèlement, donc plutôt le côté fin de vie des piles à combustible. Est-ce que tu peux nous en dire de plus? Assez rapidement, parce que c'est des choses qui démarrent, mais c'est la réglementation européenne aussi, hein, qui demande d'envisager des produits dont on est capable de mesurer le cycle de vie, de l'assurer, et donc comment on va réemployer. Alors, il y a en particulier ce que j'ai en tête, c'est Bosch qui essaie de faire un recyclage complet. Alors, comme c'est un système à deux électrodes et puis un électrolyte et puis du packaging autour, on est capable jusqu'à un certain point de séparer tout ce petit monde. Alors après, on va extraire les métaux nobles. Ce que Bosch dit, c'est qu'il est capable d'en recycler 95% pour refaire des électrodes de piles à combustible, par exemple, en relation avec son vendeur, et qui s'appelle Hylane, je crois. Et puis, le problème reste le polymère, parce que là, c'est plus compliqué à recycler. Essentiellement, ce qu'on trouve sur les piles à combustible, mais aussi sur ce qui marche dans le sens contraire, les électrolyseurs. Ce qu'on sait le mieux récupérer, c'est le catalyseur, le métal noble alors, pour les électrolyseurs, il y a l'iridium aussi qui est utilisé.
D'accord. Et du coup, est-ce que au Grémy ou dans d'autres labos de recherche, il y a des innovations en cours pour diminuer un peu cet aspect, enfin, l'impact sur ces métaux rares ou polymères pas super. Alors, alors, pour parler du Grémy, oui, on travaille sur la réduction de la quantité du catalyseur qu'on va mettre en hybridant du platine avec des métaux communs, voire en utilisant que des métaux communs, mais qu'on va mettre dans un état chimique qui permet d'assurer la production de courant. Donc ça, c'est le premier travail et on réalise ce genre de matériaux justement avec les technologies plasma qu'on a à disposition. On le fait aussi pour il y a aussi une partie autour de l'électrolyse haute température. Et plus généralement, alors les laboratoires en France se sont regroupés, je dirais, depuis une vingtaine d'années dans des structures fédératives. Là, actuellement, ça s'appelle la Fédération de recherche hydrogène, qui travaille aussi avec le milieu industriel. Où là, les avancées, elles sont sur supprimer le platine, donc améliorer, et donc avec une visée de coût et de durabilité à la fois. Et notamment les membranes aussi, comment on peut remplacer ces membranes. En plus, il y a des enjeux économiques derrière. Les membranes, elles sont détenues, elles sont contrôlées par un brevet que tu pour le moment. Donc, dès qu'on fait quelque chose qui ressemble, on tombe sous le coup de brevet. Donc ça complique un petit peu les choses. Donc, il faut faire de la créativité avec des choses qui sont vraiment alternatives. Ok, ben merci Pascal. Donc on va passer à la deuxième partie sur les applications et les cas d'usage. Bon, Adrien, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, hein, du coup, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport au cas d'application du vélo que vous avez conçu chez Pipop. Peut-être effectivement juste deux mots parce que j'ai déjà évoqué. Comme je disais, en fonction de la nécessité d'embarquer soit de l'énergie, soit de la puissance, bah, il y a différentes solutions qui s'offrent aux industriels, aux designers. Nous, notre approche, c'était justement de dire on va s'inspirer du biomimétisme en n'embarquant pas trop d'énergie, puisque quand on lit les études sur le déplacement à vélo, et notamment les cyclistes qui utilisent des vélos électriques, la moyenne de la distance parcourue, c'est 3,4 km. Et aujourd'hui, les batteries qui sont proposées, elles font toutes la course pour être à 80 ou 100 km ou plus. Et donc, bon, on peut se demander pourquoi. En fait, la principale raison, c'est par rapport à la contrainte de la recharge. C'est-à-dire que plus on a une autonomie longue, moins on va avoir à recharger souvent. Mais par rapport à l'usage en tant que tel de se déplacer sur 3,4 km, on peut s'interroger s'il n'y a pas justement des alternatives. Et donc, Pipop, son approche, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas proposer une approche non plus de consommation d'énergie, mais de gestion d'énergie. Et dans ce sens-là, on a besoin juste d'un stop tampon qui va nous permettre de absorber les pics sur cette distance. Et donc, grâce au supercondensateur, au lieu d'utiliser 400 Wh embarqués, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'il y a sur les vélos électriques, on utilise 10 Wh. Mais 10 Wh, ça nous permet de faire 100 mètres de dénivelé, ce qui couvre en fait 70% des villes françaises. Et donc, tant qu'on reste dans ce dénivelé, et ben on a une autonomie illimitée, puisque de toute façon, sur notre vélo, il n'y a même pas de prise pour la charger. Et du coup, j'imagine qu'il y a eu quand même des défis techniques pour faire que cette intelligence puisse gérer justement la charge et décharge et stockage de l'énergie de façon temporaire. Tout à fait, de nombreux. Le premier, c'est, faut savoir que sur les batteries, la tension à leur borne est plutôt constante. Même quand elles déchargent, ça diminue un petit peu, mais ça reste sur une plage relativement serrée, donc à peu près 10%. Donc une batterie qui est chargée à un maximum, elle va être pour une batterie dite 36 volts, au maximum elle va être à 39 et puis au minimum elle va être en 33. Sur les supercondensateurs, ça se passe pas du tout comme ça. Quand elle est au minimum, ils sont à 0. Et quand ils sont au maximum, bah, ça dépend du nombre de cellules en série. Mais donc, par exemple, on peut dire une cinquantaine de volts. Donc, ça veut dire ça crée des contraintes très fortes sur la partie électronique de puissance et de pilotage. Et donc, ça, c'est vraiment l'expertise qu'on a développée, puisqu'on a développé des pilotages
des cartes électroniques de pilotage moteur maison pour pouvoir justement utiliser ce stockage d'énergie particulier. Du coup, ça fait sans doute partie des brevets que vous avez déposés dans votre présentation. Il y avait voilà, un certain nombre de brevets sur ce vélo. Tout à fait. Il y a à la fois la partie donc, hardware, donc, que je viens de décrire et qui fait partie des brevets. Et il y a la partie aussi donc, intelligence, comment on analyse l'environnement et le besoin soit de recharger, soit d'assister. Et ça, c'est aussi une approche qui est différente, puisque sur les vélos à assistance électrique classiques, on est uniquement dans la consommation. Donc, il n'y a pas cette distinction à faire dans quel est le niveau d'effort qui est acceptable ou non par rapport à l'utilisateur. Merci. Du coup, Maxime, chez Voltaire, est-ce qu'il y a des cas d'usage, des cas d'application un peu spécifiques par rapport au pack batterie que vous reconstituez finalement? Alors, nous, et c'est justement la particularité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, nous, et c'est vrai pour l'ensemble des métiers de l'économie circulaire, on est obligé de faire de la variabilité, c'est-à-dire qu'on est obligé d'adresser un mix produit, c'est-à-dire en aval, et un mix matériaux, on va dire en amont, qui est le plus large possible. Et seulement à ce titre-là, en fait, on va maximiser notre impact et on va pouvoir atteindre des modèles qui sont économiques, qui sont rentables. Donc, en l'occurrence, nous, aujourd'hui, on est capable on a développé un procédé qui nous permet de traiter énormément de cas d'usage. Je vais juste expliquer un petit peu sur quel principe se fonde, on va dire, l'adressage de nos batteries. Nous, on appelle ça le principe de l'escalier des performances. En fait, on va prendre une cellule qui est à 80% de son niveau de performance initial, hein, je vous recite ce chiffre, qui n'est du coup plus suffisamment performante pour satisfaire son cahier des charges d'origine, et qui pour cette raison a été considérée comme un déchet. Et on va la rediriger vers une application de seconde vie, dont le cahier des charges est moins exigeant que l'application de première vie. Donc on va descendre une marche de cet escalier des performances, et son niveau de performance résiduelle, si vous voulez, correspond à 100% du cahier des charges, du nouveau cahier des charges. Et on peut ainsi de suite redescendre l'escalier des performances. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est la première marche de l'escalier, évidemment. Et cette première marche de l'escalier, en fait, ce sont les applications qui sont les plus gourmandes en densité volumique ou en densité massique d'énergie. Par exemple, les smartphones. Parce que quand vous avez un smartphone, vous vouliez qu'il ait la plus grosse capacité possible dans le volume le plus réduit possible. Et la tendance aujourd'hui, alors certes, il y a des smartphones qui grossissent, mais c'est quand même à la compacité. Et donc, nous, on ne sera jamais compétitif pour un fabricant de smartphone avec nos cellules. Mais à part ça, on est capable de satisfaire à peu près tous les cahiers des charges et donc capable de proposer des batteries sur n'importe quelle application. Oui, donc, y compris, par exemple, les capteurs dont on a parlé ce matin, ça peut être un cas d'application possible. Tout à fait, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de batterie. On sera ravis de satisfaire votre besoin. Et alors, une question qui n'était pas forcément prévue, mais ce matin, on a parlé de différents types de batteries. Est-ce que vous êtes capable de réemployer différents types de chimie de cellules? Oui, alors effectivement, on a un processus qui est agnostique en termes de chimie. Donc aujourd'hui, les deux principales chimies que vous avez sur le marché, c'est le NMC et le LFP. Et vous avez évidemment des sous-chimies là-dedans. Donc nous, on traite aussi bien le NMC que le LFP. Il y a du sodium-ion qui est en train d'être développé, qui est même sur le marché maintenant. On sait le traiter aussi. Après, il y a des choses qui sont plus au stade de la R&D, le tout solide, etc. On verra, mais a priori, oui, on est capable, grâce à notre modèle qui n'est pas basé sur la chimie, mais sur des statistiques, de traiter n'importe quelle chimie. Merci. Du coup, par rapport aux piles à combustible, Pascal, est-ce qu'il y a des cas d'application, tu m'as déjà cité quelques-uns, mais des cas d'application que tu vois pour ces sources d'alimentation un peu spécifiques? Alors, juste quelque chose que je n'ai pas dit, mais qui est important pour les piles à combustible, c'est par rapport aux deux eaux. On a évoqué les batteries supercapables, c'est qu'on est capable de séparer la production d'énergie de son stockage.
C'est-à-dire en fait, une pile à combustible, ça marche parce qu'on va l'alimenter en combustible, que ce soit de l'hydrogène ou autre chose. Et donc, on va dimensionner la durée de vie du fonctionnement par la capacité de stockage qu'on va y adjoindre. Et puis, la pile à combustible proprement dite, c'est un convertisseur électrochimique qui fournit du courant, quoi, à une tension fixe qu'on peut choisir suivant la façon dont on. Et alors, les applications, si on veut rester dans le domaine de l'embarqué, il y a eu beaucoup de choses à une époque sur les smartphones, justement, mais on concevait on utilisait la pile combustible pour charger la batterie du smartphone. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Donc, il y a encore des choses comme ça. On fait des chargeurs piles. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit ça le plus intéressant. Alors, on a fait des choses ensemble avec le Crésit, qui était piloté en autonome. Alors, ça, c'est peut-être qui va être le plus intéressant pour les piles à combustible, c'est de participer à un système autonome découplé du réseau. Alors, c'est lié aussi à l'énergie hydrogène. Ce qu'on avait fait à l'époque, c'était de coupler pile à combustible, batterie et photovoltaïque. Et comme ça, on a un système autonome. On produit pendant la période où le photovoltaïque ne sert pas à grand-chose, sauf à accumuler de l'énergie, on le stocke dans des batteries et d'en fabriquer de l'hydrogène. Et quand on en a besoin, on va l'utiliser en pile, avec la pile à combustible. Voilà, donc ça, c'est l'application, moi je dirais autonomie. Je pense que c'est là où c'est plus intéressant. C'est là où aussi où on va être capable de produire de l'énergie de façon décentralisée. Alors, par exemple, je ne sais pas si Povidian en a parlé ce matin, mais leur première réalisation, c'était l'alimentation en autonome d'un refuge au col du Palais, si j'ai bonne mémoire. Voilà, donc ça, typiquement, je pense que pour les piles à combustible, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a évidemment les voitures, mais ce n'est pas une histoire bien engagée en France. Après, il y a la source d'hydrogène qui pose problème, comme tu l'as dit, et Boumedian en a parlé aussi ce matin, effectivement. Alors, oui, comment dire? Après, ça devient, c'est les modèles économiques qu'on veut privilégier, puisque l'intérêt de l'hydrogène, à mon sens, et puis aussi des batteries, c'est du stockage de l'énergie, c'est de travailler avec des sources intermittentes et quand elles produisent et qu'elles ne sont pas utilisées, on va stocker l'énergie pour faire du lissage, par exemple. Donc, et donc, c'est assez approprié, comme tout ce qui tourne autour de l'hydrogène, c'est approprié à des sources intermittentes. Et donc découpler du réseau. Bon, c'est aussi une autre philosophie. Bon, c'est un autre débat. Et du coup, d'après toi, c'est quoi les principaux obstacles justement pour que ça se déploie un peu plus sur les systèmes embarqués Je pense qu'il y a le problème de la miniaturisation, c'est pas simple. Donc il y a eu une époque, alors, je ne sais pas si S2E2 est toujours là, mais il y avait chez ST Microelectronics une partie du travail qui était consacrée justement à la miniaturisation. Et ça s'était bien approprié à nos technologies plasma, puisqu'on fait des composants électroniques. C'était de penser une pile à combustible comme un composant électronique. Et on pouvait l'alimenter, comme je disais tout à l'heure, avec des petites cartouches, soit de NaBH4, soit de méthanol. Il y a eu un moment, une époque où le méthanol était un combustible potentiel, mais vous savez, ça a été un cas d'étude qui est allé qui a fait la R, la D et l'innovation, mais qui s'est confronté à la réglementation. Le méthanol, c'est toxique, donc on ne peut pas mettre ça dans un téléphone portable, c'est juste pas possible. Ok, merci. Du coup, effectivement, il y a aussi la partie prix, j'imagine, coût par rapport à un système plus classique d'alimentation. D'ailleurs, Povidian, on en a un petit peu parlé aussi ce matin, mais bon, c'était sur des plus gros systèmes. Oui, mais je pense que sur les petits, ça va être un peu pareil. Après, si on est dans les technos de type microélectronique pour embarquer ça sur des ordinateurs ou des choses comme ça, il y a quand même un problème conceptuel qui se pose et les prix sont effectivement relativement élevés. Alors, après, si on regarde sur ce qui pilote les prix actuellement, c'est les applications, je dirais, automotives, voitures, camions, essentiellement, un peu l'aéronautique. Il y a Safran qui investit beaucoup dans les piles à combustible pour les avions, avec Airbus également. Et oui, ça reste. Alors, il y a des objectifs qui sont annoncés de 60 € du kilowatt pour des gros systèmes.
Donc ça reste quand même, je pense, ça reste coûteux. Actuellement, je crois qu'on est plutôt à 1000 euros. Donc, l'avantage, Alors, on inclut le coût de la R&D. Alors, c'est toujours le même problème, hein. Tant qu'on n'a pas, et puis c'est chacun qui se regarde un petit peu, savoir qui va commencer le premier. C'est tant qu'il n'y a pas une filière industrielle, il n'y a pas de baisse des coûts possible. Donc, qui c'est qui lance le truc, qui prend le risque le premier pour après tourner. Donc, ça, je pense que moi, je m'intéresse à ça depuis 25 ans et j'entends toujours la même chose. Donc, je ne sais pas si ça a vraiment évolué, je ne suis pas sûr. Ok, bah, merci. Du coup, Maxime, par rapport à justement, quels sont les avantages, les inconvénients de faire du réemploi? Alors, bon, on en a déjà cité pas mal. Est-ce que vous en voyez d'autres par rapport à finalement à utiliser des batteries neuves dans un système? Alors oui, j'en vois un très important qui est la souveraineté économique, énergétique, industrielle de la France, de l'Europe face à d'autres marchés, d'autres continents qui sont en avance, hein, sur nous aujourd'hui. Donc, en fait, on a tendance à focaliser quand on parle des batteries sur l'extraction minière qui a lieu en Afrique, en Australie, en Chine, etc. Le plus gros gisement de lithium au monde, j'aime à le rappeler, c'est l'Europe. Euh, le lithium ne se trouve pas dans nos sous-sols, il se trouve dans nos poches et dans nos smartphones, etc. Mais on est le plus gros marché de batteries au monde. Donc, il faut déjà se poser la question d'utiliser ce gisement primaire qui est déjà été extrait de nos sous-sols. Et il faut constituer une filière qui soit une filière, moi j'entends, donc c'est-à-dire tous les maillons de la chaîne de valeur, qui soit résiliente, qui soit autonome, pour que dans un contexte géopolitique qui a été évoqué tout à l'heure, pour le moins incertain, on puisse assurer nos besoins. Donc, alors, il y a différents chiffres qui circulent, donc pareil, à prendre avec des pincettes, mais moi, ce que j'ai en tête, c'est que 90% des mises sur le marché de batteries en Europe, ça vient enfin, ça vient d'Asie et d'Amérique. Donc, il faut réduire ce chiffre, c'est primordial. Et je reviens quand même sur une deuxième raison qu'on a évoquée en introduction, mais c'est l'enjeu environnemental. Enfin, pour pouvoir décarboner, enfin passer d'une production décarbonée, enfin d'une production d'énergie fossile à une production décarbonée avec des énergies renouvelables, si on met le nucléaire de côté, il va falloir pallier à ce problème de l'intermittence de la production. Et pour pallier à ce problème, il faut stocker l'énergie. Donc, une bonne raison de développer les solutions de stockage, et quelles qu'elles soient, c'est la transition énergétique et le besoin de passer de la production d'énergie renouvelable. Merci. Alors, du côté des supercapacités, est-ce qu'il y a des avancées récentes dans ce domaine-là, à votre connaissance? Est-ce que c'est un domaine qui bouge beaucoup ou pas plus que ça? Alors, comme toujours, là où il y a les efforts les plus importants en termes de R&D, c'est là où il y a les plus gros marchés. Donc, aujourd'hui, sur la batterie, les supercondensateurs ne peuvent pas faire le poids en termes de recherche et R&D. Mais il y a une autre raison, c'est que, un peu comme les condensateurs, c'est une technologie qui est mature, qui a ses propres limites physiques. Et il y a moins d'exploration que sur les différents matériaux qui peuvent être utilisés sur les batteries. Donc, il y a quand même de la recherche, mais de la même manière, il y a de la recherche depuis quelques années qui promettent à peu près les mêmes choses. En général, c'est plus de puissance. Or, sur les applications, on va dire qu'on connaît tous, on a parlé aussi beaucoup d'énergie. Donc, des avancées majeures sur les supercondensateurs seraient de développer encore un peu plus leur densité énergétique. Mais aujourd'hui, c'est pas trop la direction qu'on voit sur cette R&D, qui s'intéresse plutôt à la partie puissance. Et il y a une limite physique en fait, qui me fait penser, mais moi, ça fait longtemps que je suis plus dans les labos, mais au moment où j'y étais, ce que j'avais compris, c'est que il y a deux phénomènes qui s'inversent et qui arrivent à un équilibre. C'est-à-dire que si on veut plus d'énergie embarquée, il faut augmenter la surface
de contact des électrodes. Mais au moment où on augmente cette surface de contact, en fait, on réduit la taille des pores où les électrons vont s'échanger. Et donc, ce sont deux phénomènes qui s'inversent et qui créent cette limite en termes d'énergie. Il y a un moment où on ne peut pas se passer de la physique et malgré tout, et j'imagine sur les piles à combustible, c'est sans doute un peu le même cas. Et le juge de paix est toujours le même. La chimie ou la physique. Et du côté de Voltaire, alors est-ce que la limite physique, c'est plutôt la partie collecte des batteries? Enfin, quel est le point dur finalement dans tout le cycle que vous avez présenté au départ? Les points durs, si on n'avait qu'un, c'est facile. Je reformule les points durs. Non, alors, il y a un gros point dur qui est l'accès au gisement, et avec un côté sous-jacent à tout ça qui est l'aspect réglementaire. On a mis beaucoup d'efforts pour développer une filière de recyclage française, européenne, qui soit solide. On a bien fait et on attend des résultats. Mais l'effet, on va dire, pervers de ça, c'est que 100% du flux de batteries usagées est aujourd'hui redirigé institutionnellement vers la filière du recyclage. Et donc, on se prive du réemploi de ces batteries. Je ne vais pas revenir sur les raisons qui font que ce serait intéressant de le faire. Je vais quand même en citer une que je n'ai pas citée. La filière du recyclage est saturée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on réexporte nos déchets vers la Chine pour qu'ils soient recyclés là-bas, enfin raffinés en l'occurrence là-bas. Donc la black mass, qui est le produit du recyclage, est raffiné en Chine pour être réintroduit chez les fabricants chinois et racheté par nous sous la forme de nouvelles batteries. Donc, enjeu de l'accès au gisement, du coup, enjeu réglementaire. Il y a un enjeu de financement, hein, ou de distorsion de la concurrence. Je l'ai cité, mais aujourd'hui, la filière du photovoltaïque ou de l'éolien sont là pour en attester. Si on ne met pas des efforts à peu près équivalents que nos concurrents asiatiques et américains, qui du coup peuvent baisser leur prix indéfiniment, on va tuer dans l'œuf toutes les velléités qu'on pourra avoir de développer des innovations ici. Voilà, on arrête là. Du coup, vas-y, Pascal. S'il y a un truc qu'il faut mentionner, je pense que tu pourras compléter, mais c'est le cycle du lithium aussi. On veut extraire du lithium en France et on apprend, on va essayer d'ouvrir des mines de lithium en France. Alors, ça pose d'autres problèmes, mais c'est pas utile d'évoquer là, mais ce lithium, en fait, on pensait qu'il va alimenter les gigafactories qu'on veut faire à Dunkerque, et on apprend que, ah, mais non, on va le recycler, on va le transformer pour qu'il puisse être compatible pour la batterie, et donc on va l'envoyer en Chine pour le transformer parce qu'on n'a pas le savoir-faire ici, et les gigafactories vont acheter ce lithium pour faire les batteries, quoi. Donc c'est le même confirmé. On a entendu ça récemment par celui qui allait justement les commercialiser, enfin qui allait essayer de faire les mines. Sur ce point-là, comme sur tous les autres, moi je confirme que je partage cette vision. Après, notre avis ne nous engage que nous, mais si on veut développer une filière résiliente, il faut que tous les maillons de la chaîne de valeur soient développés. Et aujourd'hui, on a beaucoup mis d'efforts sur les gigafactories, on a mis beaucoup d'efforts sur le recyclage. Sans carte électronique, on ne fera pas de batterie, même si on a du lithium, même si on a des capacités de production. Sans une filière ensuite pour la collecte et le stockage des batteries, aujourd'hui c'est très difficile de stocker des batteries, on ne pourra pas faire de batteries parce qu'on ne saura pas les stocker derrière. Donc il est essentiel de penser à tous les maillons de la chaîne de valeur. Et c'est une formidable occasion de générer de la croissance, de l'emploi, de réindustrialiser nos territoires, etc. Donc mettons le paquet sur la filière du stockage de l'énergie. Merci. Du coup, peut-être une dernière petite question par rapport à la complémentarité de ces différentes solutions. Est-ce que vous avez déjà, l'un ou l'autre, travaillé sur des systèmes hybrides et qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais qu'on l'a fait, puisqu'on l'a fait Une avec question. toi. Donc, on avait eu une belle réussite, mais bon, il y a le Covid qui est passé par là, et puis aussi d'autres arguments économiques, qui n'étaient pas l'argent cette fois-ci.
On a fait un système autonome pour alimenter un ascenseur en totale autonomie, complètement découplé du réseau. Donc, il y avait du beau travail d'électronique. Alors, on était sur des gammes de puissance relativement faibles, hein, on était en dessous de 10 kW. Et c'était suffisant parce que, en fait, on s'est rendu compte que, en fait, un ascenseur, c'est un système hyper intelligent. Ça ne consomme pas tant d'énergie que ça parce qu'il y a une espèce de beau balancier qui fait 90% du travail et qui fait qu'on n'a pas besoin de. Mais oui, donc on a hybridé pour l'occasion de la batterie, de la supercapa, de la pile à combustible et du photovoltaïque. Donc ça, c'était. Voilà. Et on a fait ça avec Otis. En plus, c'était dans la région, ça ne plus. Il y a eu une belle promotion régionale. Et à la fin, pour qu'Otis nous dise, ah, mais moi, je ne suis pas producteur d'énergie, il faut que vous trouviez quelqu'un qui est dans le bâtiment, qui va l'installer. Nous, on se branchera dessus. Et là, ça a été terminé, quoi. C'était compliqué. Mais le Covid est arrivé pendant les discussions avec les bailleurs sociaux, par exemple. Mais ouais, c'était bien. Puis l'autre, on a démarré, qui a abordé, c'était sur un vélo pile à combustible pour faire de l'alimentation, pour transporter des plateaux repas réfrigérés. Donc, on travaillait à la fois sur le mode sur le refroidissement et puis aussi sur l'alimentation. Une pile à combustible est parfaitement adaptée pour ça. Merci. Maxime? Ouais, alors moi je vais prendre l'autre pendant de la question parce qu'à titre personnel, j'ai jamais travaillé sur des procédés d'hybridation, etc. Par contre, je pense que toutes les solutions qui ont été présentées, et plein d'autres, sont très complémentaires et en ce sens, je te rejoins d'ailleurs parce que il y a une multitude de cas d'usage et pour chaque cas d'usage, en fait, il n'y a aucune solution qui est la meilleure pour tout, quoi. Ça n'existe pas. Donc, quand tu gagnes en puissance, tu perds en capacité. Quand tu as une recharge rapide, en fait, ton coût augmente. Quand tu as de la densité, tu as je sais pas quoi. Donc, la multitude des cas d'usage fait que on a besoin de toutes les solutions et que pour un cas d'usage donné, bah, il y a une solution qui sera mieux que les autres. Mais pour le cas d'usage d'après, ce sera une autre solution, etc. Donc, tout ça est très complémentaire et on a besoin de continuer à développer des nouvelles technologies parce que de toute manière, les limites de la physique font que, enfin, sauf évolution, hein, quand on va aller augmenter tel paramètre, on va aller diminuer tel autre paramètre. Donc ça sera toujours le cas, quoi. Si. Adrien, peut-être. Tu nous as fait vraiment une très belle conclusion. Je pense que ce que je retiens, c'est effectivement la complémentarité. Là, il faut faire confiance à l'intelligence justement des designers et des usagers pour bien adapter l'outil aux besoins. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage là dans tous les intervenants. On se connaissait pour certains et pas pour d'autres, mais c'est vraiment un plaisir de les rencontrer. Merci d'avoir organisé cette table ronde. Parce que je pense que dans les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, sur la partie transition écologique, tous les outils qu'on sera amené à utiliser doivent être de toute façon passés au crible de cette grille de lecture de leur impact sur notre environnement. Et je trouve que la façon dont vous avez mené justement cette table ronde, et quels que soient les domaines et quels que soient les systèmes de stockage qu'on représente, en fait, il y a cette même injonction qu'on suit tous, et ça fait plaisir. Bon, ben, merci. Merci à tous les trois. Je pense qu'on peut les applaudir, puis on aura peut-être le temps de poser une ou deux questions dans la salle. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques par rapport. Vous n'avez pas du tout abordé la question des batteries de voiture. Parce que c'est un énorme problème, autant d'un point de vue assurance, d'un point de vue recyclage et tout, puisque maintenant les assurances ont tendance à envoyer les véhicules à la casse dès le premier choc, parce qu'ils sont plus sûrs de pouvoir garantir la fiabilité des batteries embarquées. Est-ce qu'il n'y a pas un marché derrière ces grosses batteries embarquées qui sont envoyées à la casse? Alors oui, bien sûr, il y a un marché. Nous, on travaille dessus. J'en ai pas parlé parce que c'est plus de la recherche chez nous à ce stade.
Ça nécessite des moyens opérationnels qui sont bien plus conséquents que pour traiter des batteries de vélo et de lampes de jardin, hein, pour faire simple. Mais tout est possible. Enfin, c'est ce qu'on peut faire avec une batterie de vélo. A priori, on peut le faire avec une batterie de véhicule électrique. Les métiers ne sont pas les mêmes, mais enfin, plutôt les usages ne sont pas les mêmes, mais les principes restent les mêmes. Donc, envisageable. mais c'est même pas que c'est envisageable, c'est déjà fait, hein. C'est déjà fait. Il y a beaucoup de puissance installée aujourd'hui de batteries de seconde vie, hein. Et le débouché pour ça, c'est le stockage d'énergie, notamment le stockage stationnaire. Et donc, quand je parlais du fait que le stockage allait jouer un rôle prépondérant dans la transition énergétique en rendant possible la fabrication à grande échelle, la production à grande échelle d'énergie renouvelable, la seconde vie des batteries de véhicules électriques va jouer un rôle là-dedans, c'est sûr, puisque nous n'avons pas suffisamment de matières premières sur notre planète pour satisfaire le besoin induit pour le basculement de la production d'énergie fossile. Voilà. Donc il va falloir réutiliser ce qui est déjà sur le marché, quoi. Et ce qui est sur le marché, c'est beaucoup du véhicule électrique. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup pour cette table. Est-ce que vous connaissez la startup Clean? C'est une startup issue du CNRS qui développe un nouveau concept de pile à combustible qui me semble assez intéressante, hein, elle est adhérente au pôle SDE2, qui a la particularité de ne pas utiliser de métaux rares. Elle est basée sur du nickel de mémoire et pas le platine. Et qui en plus a un double effet qui se coupe, c'est que contrairement aux piles à combustible classiques qui ont besoin de réservoirs à côté pour pouvoir alimenter la pile, là c'est un système de genèse électrochimique de l'hydrogène, donc non sous pression, ce qui est du coup très utile pour le système embarqué, qui vont permettre d'alimenter la pile à combustible, qui génère naturellement de l'eau, qui va réalimenter ce système catalyseur, qui va réinjecter son hydrogène et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette technologie. Oui, c'est une technologie en fait un peu ternaire et l'idée c'est d'être à la fois électrolyseur et à la fois pile à combustible, hein, c'est bien ça. Oui. Non, mais c'est aussi ça c'est extrêmement intéressant dans l'idée de l'autonomie justement, tout à fait. Et puis je pense, alors je sais pas, je la connais pas, hein, tout à fait, pour être tout à fait honnête. Après la question c'est sur quelle gamme ils veulent travailler parce que ce qu'on peut anticiper c'est que ça peut être hyper intéressant, en particulier pour alimenter des faibles puissances. Alors, Ouais. pour l'instant, leur cellule de base est d'1 kWh. Oui, quand même. Leur cellule de base est d'1 kWh et ils peuvent les mettre, ils peuvent les coupler pour pouvoir monter la puissance pour l'instant jusqu'à 12-13 kWh. Je peux vous donner le. Bon, en tout cas, merci pour l'info, Daniel. Écoutez, merci beaucoup pour cette table ronde, pour vos interventions. Et puis, donc là, on va faire une petite pause de 10 minutes donc, dans la salle convivialité où on a pris le déjeuner tout à l'heure. Et ensuite, on va continuer avec l'atelier à la fois présenté par Igor Bimbo de Vitruvens sur la recharge sans fil et puis par mes collègues Christophe et Dia sur les problématiques et les enjeux CEM de ces recharges-là. Donc, on se retrouve tous en convivialité et puis on essaiera de redémarrer vers 3h20 voilà, pour rattraper un peu le retard qu'on a pris. Merci. C'est pas culture. Ok, d'accord. Attends, je vais te dire, tiens, mais les